Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer notre webinaire. Donc, je vous remercie infiniment de vous joindre à nous. Donc, pour ce webinaire qui est donc réalisé en partenariat avec Addiction France. Donc, Marielle Laratte, je suis responsable de la sécurisation des parcours et de la qualité de vie apprenante sur Alméa. Donc là, ce webinaire constitue le dernier volet d'une série de 4. Donc, après les addictions et raisons de consommation, le repérage et les nouveaux produits de synthèse, la réglementation et la législation, notre dernier webinaire va être consacré à la relation entre maîtres d'apprentissage, les familles et Alméa en cas de consommation. Donc, pour nous accompagner, nous sommes ravis d'être entourés par Madame Anna Paula Kunz. Donc, vous me dites si je prononce mal, Anna Paula, chargée de prévention donc, à Addiction France donc, sur les Ardennes. Madame Caroline Hall, donc psychologue clinicienne donc, au XAPA de Sedan. Monsieur Johan Vertot, donc du service socio-éducatif donc d'Alméa donc 08, parce que ce dernier webinaire est animé par les Ardennes. Voilà. Donc excusez-moi juste pour vous dire, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros? Renaud, les faire bosser sur une fiche Ah. Excusez-moi, Monsieur Boudjela. C'est bon. C'est bon. Non, c'est pas moi. Alors, c'était pas vous. Alors, excusez-moi, Monsieur Boudjela, c'était quelqu'un d'autre. Alors, parce que là, on n'entendait plus. Voilà, donc ce projet, donc, pour juste un petit pour recontextualiser, ce projet donc, a été initié par Addiction France. Donc, initialement, il était voué à être sur la Marne, et puis on a eu l'idée de vraiment l'étendre sur tout le secteur, donc 08, 51, 52 et l'Aube. Voilà. Donc tout ça, pourquoi? Parce que l'objectif global de ces actions-là, c'est toujours de sensibiliser tous les acteurs autour de nos jeunes apprenants, que ce soit donc les parents, les entreprises et encore les apprenants, puisqu'on a eu tout un volet de sensibilisation auprès des apprenants, surtout des primo-alternants. Donc, nos tout jeunes apprentis qui rentrent en apprentissage avec leur première paye, on va dire. Donc maintenant, oui, juste, on va dire, pour donner une façon de faire, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Il y aura un temps d'échange après. Donc, comme je le disais, le webinaire est donc enregistré pour les personnes qui se sont inscrites et qui ne peuvent pas y assister, donc qui les relisent après. Donc maintenant, je vais laisser la parole donc, à Madame Koums et puis à Madame Ali. Voilà. Bon webinaire. Merci. Ouais. Voilà, la première. Donc, voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, Madame Kums, chargée de prévention donc, chez Addiction France dans les Ardennes. Donc, pour rappel, l'association Addiction France, on peut passer, Reda. Voilà. Donc, l'association est reconnue donc, d'utilité publique. Elle a été fondée en 1872 par Claude Bernard et Louis Pasteur. Donc, on a fêté d'ailleurs, là, il y a 2 ans maintenant, les 150 ans par plusieurs activités, enfin, sur toute la France. On va savoir que le siège national donc, se trouve sur Paris et dans chaque département, donc, il y a une association Addiction France. Et maintenant régionalisée aussi par la région, forcément, donc dans tous les secteurs de France. L'association, donc, elle propose un accompagnement médico-social en conjuguant la prévention et la réduction des risques et soins. Donc, comme le disait Marielle, voilà, nous, on est intervenu au niveau en amont, donc sur la prévention auprès de tous les primo, on va dire, arrivants apprentis, et ainsi que les niveaux supérieurs qui étaient déjà aussi présents dans le site de Charleville. Voilà. Alors, il faut savoir aussi qu'Addiction France, elle est force de proposition pour faire évoluer les opinions et la législation. Donc, on travaille beaucoup aussi par rapport à ça. Alors, l'accompagnement aux soins, c'est pour qui? C'est pour toute personne volontaire ou en obligation de soins, l'entourage social, familial, professionnel ainsi que scolaire. Pourquoi? Pour toutes les addictions qui concernent ce qu'on appelle les addictions avec et sans produits,
Les addictions avec produits, on retrouve qui est tout autour de l'alcool, le tabac, les médicaments, le cannabis, la cocaïne, héroïne, amphétamine, etc. Les addictions sans produits qu'on appelle communément les addictions comportementales, hein, qui vont concerner tout ce qui est écran, jeux vidéo, jeux d'argent et de hasard, ainsi que les troubles du comportement alimentaire. Bon, il y en a bien d'autres aussi, si on parle de l'addiction au sport, l'addiction au travail, on va retrouver l'addiction au sexe également, et voilà. Voilà. Alors, par qui se fait cet accompagnement? Ben, par toute une équipe pluridisciplinaire en addictologie. Donc, on vous fera par la suite en détail. Mais donc, l'équipe pluridisciplinaire concerne des médecins addictologues, psychologues, travailleurs socio-éducatifs, diététiciennes, infirmières et sophrologues. À savoir que nos consultations sont sur rendez-vous, gratuits et confidentiels, et que l'anonymat peut être aussi possible sur demande. Alors là, je vous ai parlé, mais ça concerne vraiment les 4 sites, enfin les 4 XAPA qui sont sur les 4 sites du Grand Est. Donc, hop, ça répond, voilà, comme je vous disais. Alors, on reprend. Alors, la spécificité, par contre, dans les Ardennes par rapport aux autres, il faut savoir que dans les Ardennes, on a 2 XAPA. Donc, le XAPA, qui est le Centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc, celui qui se trouve sur Sedan, donc qui nous concerne nous, qui est géré donc par Addiction France. On travaille sur le Sud Ardennes et qui va concerner, donc il faut savoir qu'on a 5 antennes, sur Rethel, Asfeld, Vouziers, Bazeilles, Carignan. Donc vous trouverez un numéro de téléphone également si au besoin. Et nous avons un XAPA, donc Opélia, qui est géré par l'association Opélia, qui est aussi une association en addictologie, hein, comme la nôtre, qui se trouve donc au 22 avenue du Maréchal Leclerc sur Charleville-Mézières et qui, lui, va œuvrer sur tout ce qui est Nord-Ardennes, donc de Charleville jusqu'à la pointe de Givet, voilà, en passant par voilà, les villes qui sont de Charleville à Givet, on va dire. Donc voilà. Pour rappel, donc dans la Marne, dans le 51, donc c'est les antennes se trouvent sur Film et Warmer. Alors là, je ne connais pas ce village. Merci, merci Caroline. Donc voilà. Donc on en a un autre sur l'Aube. Je vous donnerai les références justement par la diapo suite. Et sur la Haute-Marne, là où on œuvre, bien sûr, on intervient sur les sites Alméa avec. Suivant. Reda, merci. Alors, les interlocuteurs donc sur le projet alternant indépendant, donc sur les Ardennes, donc il y a moi-même pour Addiction France. Au niveau de Alméa, c'est Elvina Mazones qui est excusée pour aujourd'hui et Joanne Berthaud qui est ici présent. Donc, voilà. Sur la Marne, nous avons Marine Vizorek, avec comme référent Delphine Paramanoff ainsi que Marielle Laratte en appui. Voilà. Sur le Aube, voilà, c'est Lucie Daven avec donc chargée de prévention sur Addiction France et Mathilde pour Gillier pour Alméa. Et dans le 52, dans la Haute-Marne, nous avons Sophie Mangin pour Addiction France et Alméa, c'est Nathalie Blacher, pardon. C'est ça. Donc, pour la suite, je vais passer la parole à ma collègue, donc Caroline, qui va se présenter. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Caroline Allier. Moi, je suis psychologue clinicienne donc, sur le XAPA de Sedan. Et je vais vous présenter un petit peu le sommaire du coup de ce qui sera abordé aujourd'hui. Donc, je vais faire un petit rappel des indicateurs de consommation et des différents usages qui a pu déjà être fait auparavant, mais je pense que c'est bien de refaire un petit point dessus, une petite piqûre de rappel, et sur comment l'aborder. Après, je passerai la main à Monsieur Berthaud donc pour le rôle du maître d'apprentissage et celui du CFA. Et puis, je reviendrai un petit peu vers vous par rapport à la prise en charge qui peut être faite ensuite sur le XAPA. Donc, concernant les indicateurs de consommation,
Notamment, quels sont les signes du coup d'une consommation problématique? Alors effectivement, à partir du moment en général où on se pose la question, ça veut dire qu'on a remarqué qu'il se passait quelque chose qui était anormal, ou en tout cas qui était différent. Donc ça va être tout ce qui concerne là le changement d'humeur ou de comportement, l'agressivité, l'anxiété, la tristesse, le fait que la personne puisse se replier sur soi, voilà, et être un peu moins en contact avec les autres ou avec les professionnels. Il y a aussi tout ce qui concerne les modifications de rythme de vie. Voilà, moins d'appétit, moins de sommeil, ou plus de sommeil parfois, et la fréquence des sorties qui peuvent soit augmenter, soit diminuer. Notamment aussi sur les absences répétées du lieu de travail, qui peut être aussi un indicateur important, ou encore la multiplication des conduites à risque. Est-ce que voilà, parfois la personne a un comportement plus ou moins agressif, voire violent. Et est-ce que vous avez remarqué aussi que la consommation, elle était de plus en plus fréquente? Donc voilà un petit peu les signes, en tout cas les plus importants et à repérer si voilà, vous vous posez la question d'une consommation. Pour comprendre un petit peu la consommation, voilà, c'est important de comprendre aussi quels sont les différents usages, partant du coup du non-usage, donc de l'abstinence, jusqu'à la dépendance et ce qu'on appelle dépendance. Donc dans l'usage, il y a il y a un type d'usage qui est la consommation modérée, qu'on peut appeler aussi sociale. Ça, c'est une consommation qui va être ponctuelle ou régulière, mais qui induit pas forcément de dommages au niveau somatique, au niveau psycho-affectif, donc au niveau de tout ce qui est humeur, émotion, et ou social, où là, l'usager, il n'est pas dépendant, et sa consommation elle va varier en fonction du contexte dans lequel il est. Mais surtout, à ce moment-là, il peut encore décider d'arrêter de consommer s'il le désire. Il a encore le contrôle, en tout cas sur ses consommations. Après, on va passer dans tout ce qui concerne le mésusage. D'abord, l'usage à risque. L'usage à risque, c'est une consommation qui est ponctuelle ou régulière, qui ne va pas forcément euh, induire de risques directs, en tout cas au niveau somatique ou psychologique, mais qui peut en entraîner à court, moyen ou long terme. On considère aussi comme à risque les usages qui sont faits dans des situations dangereuses, notamment par exemple sur un lieu de travail. Si la personne elle est au contact de machines, etc., là on va parler d'usage à risque. Ensuite, on retrouve l'usage nocif, ou aussi appelé l'abus. Là, il y a des dommages induits par les consommations au niveau somatique, affectif et ou social. À ce moment-là, l'usager il peut encore moduler sa consommation selon le contexte dans lequel il est et arrêter de consommer, mais il va commencer à se retrouver un petit peu en difficulté pour arrêter ses consommations. Et dans ce type d'usage-là, il va y avoir pas mal de conséquences négatives qui vont commencer à s'exprimer. Par exemple, on a soit la survenue ou l'aggravation de problèmes un petit peu personnels, psychologiques, qui est liée à la prise ou à la répétition de la prise des produits. Ensuite, la personne peut aussi avoir des difficultés à remplir un petit peu les obligations majeures qu'il a, que ce soit au travail, dans ses études ou dans la famille, avec des absences, des exclusions, ou encore des difficultés un petit peu au niveau relationnel. Un petit peu plus de conflits familiaux peuvent apparaître à ce moment-là. Dans les conséquences négatives, il y a également la répétition du coup de l'utilisation de la substance qui peuvent mettre en danger physiquement, notamment lorsqu'on est au travail ou lorsqu'on prend le volant. Ça peut également entraîner des problèmes judiciaires, voilà, liés à la consommation, évidemment. Euh, et à ce moment-là, l'utilisation de la substance est faite malgré le fait qu'on ait connaissance des risques qui y sont associés. C'est-à-dire qu'on sait effectivement que c'est pas une super bonne idée et que ça ne nous fait pas du bien, mais à ce moment-là, on a un peu plus de difficulté à s'en passer. Et quand on arrive dans la dépendance, effectivement, ce qui est noté bien en rouge, c'est qu'il y a la nécessité là, d'avoir des soins. La dépendance, elle va se caractériser par ce qu'on appelle le craving en addicto. Ça, c'est défini en tout cas comme le besoin irrépressible de consommer. C'est-à-dire, en dépit des conséquences négatives qui sont présentes, le besoin est bien trop important.
Donc, elle va s'installer plus ou moins progressivement selon le consommateur, qui va pas forcément s'en rendre compte dans les premiers temps, qu'il est en train de perdre le contrôle de ses consommations. Et en tout cas, à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité de moduler en fonction du contexte. Il y a en tout cas un sentiment de perte de contrôle qui va s'instaurer et une tension interne qui va s'accentuer aussi. Et c'est dans le cas de la dépendance, effectivement, qu'on peut commencer à percevoir les symptômes de manque physique et psychique qui commencent à apparaître. Il faut savoir que pour la dépendance, on n'est pas tous égaux devant le risque, que ce soit tant sur le plan biologique que psychologique, et que arrêter la consommation, ça peut s'avérer plus ou moins complexe. Bon, d'abord, selon le stade où en est la personne dans son usage, et que ce qui est important de garder à l'idée, c'est qu'il y a des risques quand même de reprise des consommations, malgré le fait qu'on décide d'arrêter. Et ces reconsommations-là sont vécues de manière extrêmement douloureuse, en tout cas pour les personnes qui tentent de s'en sortir et qui peuvent être vécues comme un échec. Donc c'est important d'adopter en tout cas un discours, en tout cas par rapport à la rechute, qui n'est pas forcément un échec, mais qui fait aussi partie intégrante du processus. Et donc, c'est pour sortir de la dépendance, en tout cas, qu'il y a une vraie nécessité de pouvoir orienter et de respecter certaines étapes d'accompagnement et de soins. On peut passer à la suivante. Un petit rappel aussi sur comment l'aborder, quelle posture, en tout cas, tenir face à quelqu'un qu'on peut identifier comme étant en situation de risque ou de problématique. En tout cas, quand on se pose la question, le mieux, c'est voilà, de ne pas stigmatiser ou étiqueter comme étant consommateur, mais plutôt d'encourager le dialogue pour essayer un petit peu de vraiment comprendre ce qui se passe. Donc, comme cette proposition d'échange, elle est un peu du coup à votre initiative, ce qui est bien, c'est que ce qui est important en tout cas, c'est de pouvoir partager un petit peu ce que vous avez pu observer, ce que ça vous fait ressentir et quelles sont les inquiétudes ou les tensions que vous percevez. C'est important de pouvoir effectivement, quand on se pose ce genre de questions et quand on identifie qu'il y a une problématique, bah, voilà, de pouvoir exprimer que vous avez remarqué des choses, que ça peut vous inquiéter et que voilà, si la personne elle a envie de vous en parler, vous êtes aussi susceptible d'être à l'écoute afin de pouvoir l'orienter voilà, vers les soins dont il pourrait avoir besoin. Pour que ce dialogue il soit un peu plus facile, il y a une posture qui est importante de favoriser, c'est celle du climat de confiance, en voilà, adoptant une attitude qui vise un peu plus à la confidence et en évitant d'être dans tout ce qui est reproche ou en tout cas rapport de force ou d'autorité. En tout cas, ce que le site Drogue Info Service rappelle, c'est qu'il est important de laisser à la personne l'occasion de s'exprimer, d'exprimer sa propre vision des choses, en tout cas de la situation actuelle, et d'accepter sans la contester en répondant que votre point de vue est différent. Voilà, l'idée n'est pas voilà, de n'imposer que votre vision des choses, voilà, de pouvoir accueillir sa vision à lui et de dire qu'effectivement, que vous ne soyez pas d'accord ou inquiet. Voilà. Mais c'est important de respecter en tout cas ce que la personne peut vivre à ce moment-là, tout en, voilà, en lui apportant aussi vos inquiétudes et, voilà, et les éléments que vous percevez. Alors, rôle du maître d'apprentissage. On va laisser la parole à Oui, Joanne. oui, donc bonjour à tous. Je suis Joanne Berthaud, donc je suis assistant pédagogique au CFA de Charleville-Mézières. Donc voilà, par rapport au rôle du maître d'apprentissage dans des situations de consommation. Donc bien évidemment que le maître d'apprentissage et l'entreprise en général doit sécuriser, doit mettre dans les meilleures conditions donc le jeune par rapport à son travail dans un premier temps. Bon, doit suivre l'évolution, etc. Donc c'est ce qui est noté, je pense, dans le premier point, informer l'alternant de l'ensemble des règles et des usages internes. Donc voilà, et voilà, tout ça, ça vient également du code du code du travail en général qui est appliqué aux entreprises. S'assurer qu'ils disposent de conditions de travail satisfaisantes et d'un environnement respectant les règles d'hygiène et de sécurité applicables. Donc voilà, hein, c'est ce que je viens d'expliquer. Constater à un stade précoce d'éventuels comportements qui posent problème. Voilà, c'est bon. Euh, dans la plus grande majorité des cas, l'apprenant
l'apprenti qui travaille en entreprise a son maître d'apprentissage qui est la plupart du temps présent avec lui dans le meilleur des cas. Donc, évidemment de bien suivre, les comportements et s'il y a des choses des remarques à faire également. Notifier leur observation à l'alternant concerné et à leur hiérarchie. Notifier leurs observations à l'alternant concerné. Et la hiérarchie, Oui, 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 voilà. oui, allez-y, je vous écoute. Oui, C'est juste, il faut vraiment voir s'il y a une situation de consommation. Bien sûr, oui, c'est ça. il faut vraiment absolument le notifier Oui, pour être très factuel sur ce qui a été observé, hein. Et c'est ça. donc, il faut bien sûr se baser en tant qu'entreprise sur le règlement intérieur qui souvent mentionne, tout comme dans nos règlements intérieurs au niveau du CFA, tout ce qui est ces points sur la consommation d'alcool, sur la consommation d'autres produits addictifs, hein. Et puis, un dernier point, c'est vrai que un point important, il ne faut pas hésiter à informer le CFA sur ce qui a été vécu, sur ce qui a été vécu au niveau de l'entreprise, hein, parce que c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, Joanne, c'est que bien Oui, souvent c'est trop tard, donc ça aboutit, comment dirais-je, à des ruptures, on va dire, immédiates, alors qu'il y a des observations qui ont été remontées, ben, sincèrement, ça aurait été évité peut-être une rupture qui, en plus, marginalise encore plus le jeune qui est en situation déjà très délicate mm, vis-à-vis d'une consommation, quelle qu'elle soit. exactement, c'est ça. On peut passer à la suivante. Donc là, Joanne, si vous voulez que je reprenne, je reprends un petit peu, hein. Oui, si vous voulez, oui, comme Donc, ça, oui, et vous pouvez étayer. oui, Donc là, ce qui est important au niveau aussi des entreprises, si vous soupçonnez ou vous avez vécu des situations de consommation au niveau de l'entreprise, c'est d'alerter si nécessaire en situation de danger, hein. Ça c'est clair. Ne pas hésiter à orienter donc vers le service de médecine du travail, hein. Si vous disposez d'un service RH, bien sûr, là, en général, là, il y a des appuis très sérieux. On peut vraiment s'appuyer sur ces services-là pour orienter le jeune. Et puis, ne pas hésiter à intervenir au niveau des collègues, hein, de manière directe. Alors, bien sûr, le jeune a son maître d'apprentissage, hein, mais il ne faut pas hésiter aussi. Il y a toujours cette notion de confidentialité, bien sûr, mais là, dans un mode bienveillant pour accompagner le jeune, hein. Parce que souvent, ce qu'on peut avoir, c'est que les collègues n'osent pas trop dire, voilà. Il y a un petit phénomène, si j'ai bien compris, un petit phénomène, on couvre un peu la personne, hein, voilà, et c'est quand même un peu délicat parce elle met en danger tout le monde, en fait, elle peut potentiellement mettre en danger tout le monde, et ça peut être un peu, on va dire, des situations à risque, hein. Et puis, ben voilà, il faut analyser aussi les conditions de travail, hein, qui pourraient favoriser la consommation des produits psychoactifs et agir sur des facteurs, voilà les facteurs en collaboration avec toutes les instances de l'entreprise. Là, entre autres, je pense toujours, alors j'ai quelques exemples en tête, par exemple, je prends le milieu de la restauration où après une bonne journée bien difficile, voilà, ben, on offre une bière. Où on offre, voilà, pour terminer, clore la soirée, ou clore le travail qui a été vraiment éreintant, quoi. Et en fait, ben, on a affaire à un jeune qui est un apprenant qui est mineur, par exemple, et même un majeur. Et donc là, la personne peut être mise en situation, on va dire, en situation, pas de conduite addictive, mais enfin, de favoriser une conduite, on va dire, à risque. Et donc là, franchement, il faut, enfin, sincèrement, en toute sincérité, ça je le dis comme je le ressens, il faut faire attention à ces consommations, on va dire, involontaires, puisque ça fait aussi partie de notre culture, quelque part. Et, euh, et donc là, il faut être vigilant au pot de départ, à toutes ces actions conviviales, hein, qui ont lieu dans toutes les entreprises et donc qui peuvent favoriser, voilà, une conduite à risque. Juste, voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est pas? Là, le maître d'apprentissage, il n'est pas là non plus pour poser un diagnostic de consommation, hein. C'est pas au maître d'apprentissage de demander à la personne si elle est dépendante ou pas. C'est plutôt vraiment, on est plutôt le maître d'apprentissage et ce que j'appelle le maître d'apprentissage opérationnel, c'est-à-dire la personne qui s'occupe des jeunes. Voilà, elle sera plus dans le repérage des difficultés qui peuvent être observées au milieu de travail, ce que je vous disais tout à l'heure, de les notifier, de les factualiser et surtout de toujours se ramener au règlement intérieur de l'entreprise et aux sanctions prévues, parce qu'il y a des sanctions en cas de consommation. Voilà, on peut aller jusqu'à un licenciement, donc il faut faire très attention. Et puis être très vigilant chez nos jeunes sur comment ils arrivent le matin, s'ils arrivent perpétuellement en retard, voilà, si après le repas de midi, il y a un comportement qui n'est pas, on va dire, adapté, comment ça se passe, hein, et pourquoi. Mais là, on n'est pas. Là, le diagnostic, c'est pas au CFA, c'est pas au maître d'apprentissage, je dirais, à le poser. C'est vraiment les spécialistes, donc les spécialistes d'addiction France, qui sont là pour poser un diagnostic. Il y a des médecins dictologues, il y a des psychologues, et donc c'est à eux de le faire. Voilà. Donc, voilà. Le rôle du maître d'apprentissage, il a un rôle de soutien pour l'alternant, hein. C'est pas de le prendre en charge pour l'accompagner dans son addiction. C'est vraiment, j'insiste, c'est vraiment un domaine spécialisé. Par contre, prendre soin, accompagner, orienter, ça c'est orienter vers des structures adéquates. Là, oui, c'est le rôle d'un maître d'apprentissage quand il soupçonne parce que des fois, c'est pas aussi simple que ça de détecter. Voilà, on comprend pas forcément, on comprend forcément, des fois on comprend plutôt après, quand on a été au courant, après, mais pas pendant. Et voilà, donc sur un jeune vous avez des soupçons, voilà, on peut orienter. Moi, comme je dis toujours, une petite affiche sur les relais comme Addiction France et XAPA dans l'entreprise, ça n'a jamais tué personne, hein. Afficher ça sur le tableau commun dans une pièce commune, c'est bien aussi. C'est ce qu'on fait aussi, nous, au niveau des CFA. On met souvent dans les espaces communs sous ce type d'affiche pour donner l'information, en fait. Voilà. Alors là, par contre, là, je vais vous relaisser parce que vous êtes un spécialiste du règlement intérieur du CFA. Donc, voilà, je vous redonne la main, Joanne, Ok. parce que Alors, vous le vivez tous les jours. c'est ça. Donc voilà, donc par rapport à ma fonction au CFA, donc je gère la surveillance de l'établissement et également la discipline en général. Donc on est vigilant par rapport aux signes d'alerte qu'on peut avoir au niveau des jeunes sur d'éventuelles consommations. Voilà, si on voit un jeune qui n'est pas dans son état normal, voilà, on se pose d'abord les questions et on privilégie d'abord le dialogue avec lui plutôt que d'asséner des sanctions tout de suite qui n'amèneraient à pas grand-chose si ce n'est faire voilà, une chose mauvaise pour lui à l'instant T, en fait. Donc voilà, c'est d'abord le dialogue, à savoir ce qui se passe, parce que par rapport au métier des jeunes, des boulangers, des pâtissiers qui ont des horaires pas faciles, qui en plus les horaires décalés par rapport au CFA, parce que les boulangers-pâtissiers travaillent très tôt le matin et terminent vers midi, 13h. Donc voilà, la fatigue peut se sentir parce que les horaires de cours, c'est 8h midi, 13h, 17h, qui sont vraiment en décalage par rapport à leur métier. Donc les signaux de fatigue peuvent ressembler aux mêmes signaux que la consommation parfois euh, d'extrême fatigue, donc peut ressembler à la consommation de stupéfiants. Donc il faut faire très attention. Et c'est ce qu'on fait. On reçoit en entretien quand on a des doutes. Voilà, on dialogue, etc. Quand il y a donc voilà, quand il y a prise de stupéfiants avérée, hein, c'est-à-dire voilà, on parle avec le jeune, on lui dit voilà, comment ça s'est passé ta journée, etc. Est-ce que tu n'es pas fatigué en ce moment? Si, si soit il a avoué, soit ça a été vu, etc., et qu'on discute correctement et il nous avoue la consommation. Donc voilà, il y a dialogue déjà avec les parents et également l'entreprise pour prévenir sur ces situations-là.
Voilà, et on oriente, hein, comme c'est déjà arrivé dans le courant de l'année, on oriente vers le XAPA, hein, pour savoir s'il n'y a pas un souci, il n'y a pas un souci, hein, d'addiction à un produit divers. Également, s'il y a consommation dans les labos, c'est-à-dire en cuisine, dans les labos de pâtisserie, de boulangerie, là où il y a des outils dangereux, voilà, dangereux pour la personne en elle-même et dangereux pour les autres, on fait sortir le jeune, dans tous les cas, de pratique, voilà, pour la sécurité de tout le monde. Et voilà. Et après, il y a un entretien et on décide des sanctions par rapport à chaque situation, parce que chaque situation est différente. Voilà. Par rapport à ça. Donc, le premier point du règlement intérieur, les boissons alcoolisées et drogues sont interdites donc à l'intérieur des locaux du CFA. C'est ce qui est noté, interdit de pénétrer, de demeurer dans les locaux d'Alméa en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue. Le Code du travail le dit clairement, il est interdit de laisser entrer ou de séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse, un référent au niveau de l'article du Code de travail. Alméa se réserve le droit d'avoir recours à des éthylotests et des tests salivaires. Donc voilà, on a ce qu'il faut, nous, dans les bureaux par rapport à ces tests-là, pour pouvoir, si jamais en cas de doute, pour voir, dépister si jamais il y a présence d'alcool ou de drogue. Voilà. Bon, test salivaire, on n'a pas encore dans notre bureau pour l'instant, mais l'éthylotest, on l'a déjà utilisé quelques fois, donc ça ne s'utilise pas comme ça, il y a des règles. Donc il faut l'accord de la personne et il faut qu'une deuxième personne soit là en tant que témoin des résultats qui vont apparaître. Voilà. Donc j'en suis là. Oui, l'apprenant est soumis au contrôle et informé de son droit d'obtenir une contre-expertise à la charge d'Alméa. Toute personne faisant pratiquer le contrôle doit respecter le secret professionnel à ses résultats. L'introduction, la consommation, la revente, l'usage de substances psychoactives toxiques, d'alcool, de drogue ou autres, ou tout objet permettant la consommation est expressément interdit dans les locaux d'Alméa. L'équipe de direction se réserve le droit de faire intervenir toute autorité compétente et effectuer les contrôles dans l'enceinte d'Alméa. Ça, voilà, ça, on l'a déjà fait également sur plusieurs situations. Donc, on a déjà eu des jeunes en possession donc de drogue, donc des petits sachets, etc. On a fait intervenir la police, hein, donc déjà, les parents sont venus directement au CFA par rapport à ça, et on avait fait appel aux autorités voilà, pour prendre en charge, entre guillemets, les choses par la suite. Il est interdit de fumer, de vapoter, il est formellement interdit de fumer, de vapoter dans l'enceinte de l'établissement. Voilà, également. Lien avec les entreprises, le Code du travail impose au CFA d'organiser la relation avec le maître d'apprentissage. Le livret de formation assure l'échange d'informations entre l'équipe pédagogique au CFA, le maître d'apprentissage et le représentant légal. Donc voilà, il y a un livret de formation qui est rempli par les formateurs au CFA quand il y a les cours au CFA et qui est rempli par le maître d'apprentissage quand le jeune passe le temps en entreprise. Voilà, à suivre la progression, à avoir des remarques également, les remarques sur le comportement ou le travail du jeune. Voilà, ça permet vraiment de faire le lien. Ce seul document-là permet de faire le lien entre les trois, hein, c'est-à-dire les remarques que les parents peuvent faire, le maître d'apprentissage et tous les formateurs et même tous les personnels Alméa peuvent noter des choses sur ce livret. Voilà. Je pense que c'était ce qui était dit dans le deuxième paragraphe, c'est ça. Donc, Alméa peut procéder au test d'alcool salivaire avec l'accord en présence d'un témoin. Si l'apprenant est mineur, appel de la famille, du SAMU, de la police et des secours. Alméa appelle également l'entreprise pour en informer. Si fait avéré, voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Si les faits sont avérés, hein,
si le jeune reconnaît avoir fumé une substance interdite, donc bien sûr, il y a des sanctions qui sont données, hein, ce sera minimum des mises à pied en faisant un entretien disciplinaire, c'est-à-dire en invitant les parents et le maître d'apprentissage pour en parler, pour rappeler les faits et pour poser une sanction qui est au minimum des jours de mise à pied, c'est-à-dire des jours d'exclusion du CFA. Et ça va également jusqu'au conseil de discipline. Voilà, c'est ce qui est dit là. Et voilà, et par rapport à des situations comme ça, on est orienté également vers le XAPA ou tout autre organisme. Ça dépend aussi de la situation, ça dépend si c'est la première consommation, s'il y a des choses déjà de suivi, ça dépend. Voilà, chaque cas est différent et chaque personne et chaque jeune est différent par rapport à tout ça. L'apprenant qui consomme sur le lieu de l'entreprise, le maître d'apprentissage appelle Alméa pour des médiations plus mises à pied de l'entreprise qui peut aboutir à un licenciement. Voilà, et donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En fait, sur une grande majorité des cas, si il y a consommation, enfin depuis 2 ans que je travaille au CFA, voilà, sur ces situations-là, s'il y a consommation en entreprise, bon, il n'est pas arrivé beaucoup de fois que le maître d'apprentissage et l'entreprise nous appellent pour pouvoir faire des médiations. C'est déjà arrivé, mais la plupart des cas, ça se dirige malheureusement vers une rupture, car la décision est déjà prise par l'entreprise d'arrêter le contrat avec le jeune par rapport à ces consommations-là. Et voilà. Et souvent, il y a déjà eu appel des autorités par rapport à ça, et nous, on est au courant derrière. Donc, c'est vrai que on aimerait bien aussi d'avoir ces informations-là dès le début, vraiment au plus vite, pour pouvoir faire des médiations ici au CFA, par exemple, pour éviter ces ruptures-là et continuer, et voilà, pour permettre aux jeunes de continuer la formation. Voilà, en interne, des actions. Alors voilà, c'est ça. Il y a déjà eu donc, en dehors d'Anna Paula qui est intervenue plusieurs fois et sur plusieurs semaines avec les jeunes au CFA à l'internat, qui prenaient aussi les jeunes à l'internat pour faire des sensibilisations par rapport à ça. Et d'autres classes dans la journée. Il y a eu des interventions des animateurs en BPGEPS. Voilà, c'est des animateurs qui préparent le diplôme du BPGEPS, en fait, et qui sont déjà intervenus pour faire de la sensibilisation concernant le PTC, le produit qu'on met à l'intérieur des CBD. Voilà. Il y a déjà eu pas mal de choses comme ça, de fait, par rapport à nos jeunes. Voilà, c'est ce qui est noté là. Épreuve de CAP pour aider les associations à financer les projets. Ouais. Oui. C'est souvent Voilà. le cas où il y a des actions sur tous les centres ça. pour sensibiliser C'est ça. d'une autre manière, on va dire, Tout à fait. par les pairs, pour avoir un écho, on va dire, de jeune à jeune, en fait. Voilà. Parce C'est ça. que quelle que soit la méthodologie, le but, c'est de sensibiliser. Voilà. C'est ça. Et je voulais juste rajouter une dernière chose. Il y a déjà eu des interventions de la police qui aussi faisait des interventions, mais l'intervenant était assez âgé, donc il était plus trop en phase avec les jeunes et avec leur consommation. Donc voilà, c'était toujours bien à faire, mais l'écart d'âge était trop important et il n'était plus vraiment au courant, et c'était souvent les jeunes qui apprenaient les Oui, les nouvelles consommations, modalités. les nouvelles modalités, les nouvelles Ouais. consommations de cette année, hein. Des fois, ça se joue à une année ou deux. Voilà, des choses nouvelles. Enfin, voilà. Mais en même temps, Johan, ce qui est intéressant par ces interventions par les autorités, c'est qu'en fait, ils représentent la loi. Donc Exactement. factuellement, les jeunes connaissent les risques au niveau de la loi. Tout à Et fait. même si les personnes ne sont pas au fait des dernières entre guillemets, modalités de consommation qui changent très rapidement d'ailleurs, au moins au C'est niveau ça. de la loi, en général, ça les met bien au courant. Donc ça a une utilité Tout à aussi fait.
exactement. Voilà, c'est une autre sensibilisation, on va dire. Oui, c'est ça. Merci, Joanne, De de votre rien. intervention. Et après, qu'est-ce qui se passe? La prise en charge par le XAPA. Donc là, je vais redonner la parole donc, à Anna Paula et à Caroline sur ce sujet-là. Merci. Oui, du coup, je trouvais ça important effectivement de faire un petit focus sur l'après, lorsqu'il y a une orientation effectivement du CFA ou lorsque la famille souhaite orienter pour une prise en charge, à savoir comment ça se passe en tout cas sur le XAPA de Sedan et en tout cas sur l'Association Addiction France en général. Lorsqu'une orientation est faite, en tout cas qu'un rendez-vous est posé, la première rencontre, elle se fait avec un travailleur social, donc éducateur et éducatrice. Si la personne concernée a moins ou 25 ans ou moins, elle sera orientée sur le dispositif du coup de CJC, donc de consultation jeunes consommateurs dont on dispose ici et dont disposent effectivement les autres départements de la région. Lors de cette première rencontre et en tout cas des premiers rendez-vous qui sont proposés, il y a un travail qui a fait un petit peu autour de la compréhension de la demande. À savoir, voilà, si la personne qui vient, elle est, elle, demandeuse de quelque chose, si sa demande est induite, parce qu'effectivement, il s'est passé des difficultés sur le lieu de travail, ou si c'est plutôt la famille qui pousse un petit peu, et puis évaluer si ce comportement, voilà, addictif est un problème et pour qui il l'est. Et ensemble, ils vont pouvoir construire, co-construire en tout cas, ce qu'on appelle un projet individuel d'accompagnement. Et au sein de ce projet, effectivement, on va travailler sur un petit peu tout ce qui est l'orientation interne, à savoir en fonction des difficultés, est-ce qu'on aura besoin d'orienter vers l'infirmière, notamment notre infirmière Tabaco ici qui accompagne beaucoup les jeunes à l'accompagnement autour des substituts nicotiniques lors des sevrages. Est-ce qu'il y a besoin d'un psychologue pour travailler un petit peu la question du pourquoi et de quelles solutions alternatives trouver pour un petit peu mieux réguler ses émotions, ses humeurs ou les difficultés que l'on a autres qu'en passant par les consommations ou par l'orientation médicale, en tout cas selon les besoins qui sont identifiés de traitement ou non. Parfois, en fonction de la problématique et de sa gravité, on peut effectivement faire des orientations vers des structures hospitalières, donc maison des adolescents, ça c'est plutôt pour la Marne, ou des services d'addictologie, voilà, pour des séjours voilà, de rupture, de sevrage ou de cure en fonction des besoins. À savoir qu'un pardon. Un suivi de soutien, il est proposé pour l'usager, mais aussi pour l'entourage et bon, parfois on en parle peu, mais en tout cas sur le XAPA, toute personne de l'entourage peut solliciter et demander un rendez-vous ici avec un travailleur social parce qu'il se pose des questions, parce qu'il sait peut-être pas comment se positionner aussi face à la problématique d'un membre de sa famille. Et en tout cas, il est le bienvenu et on peut lui proposer un suivi ici au XAPA pour voilà, l'aider un petit peu à comprendre ce qui se passe, à prendre un petit peu de distance, à travailler aussi sur comment on communique, quelle posture on adopte. Donc voilà, c'est important de le préciser. Et les professionnels aussi sont les bienvenus. Voilà. Si parfois ils se posent des questions sur une potentielle consommation, à aussi nous contacter et à pouvoir échanger avec nous voilà, pour répondre un petit peu à ces questions-là. Donc voilà, en tout cas, au niveau de la prise en charge qu'on propose ici. Eh bien, merci, mesdames. Donc, juste pour donner quelques chiffres sur cette action Addiction France, nous avons eu aussi une sensibilisation des formateurs et des autres collaborateurs sur les nouveaux modes de consommation. Donc, on a à peu près 50% de nos collaborateurs qui ont été formés à ce sujet-là. Donc, ça concerne les collaborateurs, mais aussi les administratifs. Enfin, on a sensibilisé de façon assez massive nos collaborateurs sur ce sujet-là, parce que nos jeunes sont aussi en contact avec les services sociaux et éducatifs, mais aussi avec les administratifs, avec les personnes de la cantine. Voilà, bien sûr, la majeure partie des collaborateurs avec lesquels ils sont en contact, ce sont les formateurs. Donc, on a pensé quand même à former un peu tout le monde, à informer tout le monde. Au niveau de la sensibilisation des apprenants, on a fait vraiment un focus sur les primo-alternants parce que ils sont tout jeunes. En général, ils ont entre 15 et 16 ans. Et c'est leur première paye.
Donc, ça, on va dire, ça focalise aussi, voilà, ils ont leur argent, leur propre argent, donc ça peut inciter, ou ils peuvent être incités à consommer parce qu'ils ont leur première, on va dire, leur première paye à dépenser, voilà. Donc là, on en est à peu près 500 alternants qui. Alors, j'ai pas encore les chiffres définitifs parce que il y a des actions qui sont en cours sur la Haute-Marne. Donc là, on est à plus de 500 jeunes qui ont été formés. Et au niveau de l'internat, on a eu des animations qui ont été beaucoup plus ludiques. Donc sous forme de jeu, enfin c'est pas du tout la même approche et donc ça a été aussi on va dire très valorisant parce que bah ça permet de les impacter autrement on va dire et donc là on en est à peu près à 200 jeunes qui ont été donc formés à l'internat. On a eu des jeunes qui ont eu l'information en journée, on va dire, et qui sont revenus aux animations de l'internat. Donc, ça veut dire que ça fait écho chez eux, donc c'est assez positif. Voilà, donc sur les premiers chiffres donc de toutes ces actions qui ont été menées au niveau de la région, de notre ex-région de Champagne-Ardenne, on va dire. Voilà, parce que donc tous les XAPA travaillent encore comme ça au niveau départemental. Donc voilà ce que je peux vous en dire sur ces actions de sensibilisation. Donc là, si vous souhaitez poser des questions, bah, n'hésitez pas. On est là donc à votre disposition. Après, si vous avez des questions après, vous n'hésitez pas, hein, vous réécrivez, vous nous réécrivez hein, sur les adresses mail génériques et on y répondra. Non, il n'y a personne n'a de questions particulières. Eh ben, écoutez, si personne n'a de questions particulières, ben, je vais vous inviter à nous quitter. Et puis, ben, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des besoins. Donc, on va vous souhaiter une belle fin Et d'après-midi. le webinaire, il sera diffusé sur le site internet Voilà, oui. YouTube de Almea. Voilà, ça c'est merci Reda pour la précision que le webinaire les webinaires vont être diffusés sur la chaîne YouTube donc d'Almea. Donc il y a 3 webinaires parce que le premier mea culpa, c'était le premier. On était un peu émotionnés avec Reda et on a oublié de l'enregistrer, mais on peut mettre à disposition la présentation qui avait été faite. Donc ça par contre voilà, pour les personnes qui ont été inscrites bien sûr. Voilà. Ben, on vous remercie. Eh ben, merci bien pour toutes Merci. ces informations. Merci. beaucoup. Merci. Au Merci, revoir. au revoir. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Chance.
Ah,